on va vers toute une catégorie de risques pour le propriétaire. Les risques, c'est des problèmes au niveau locatif, c'est des risques au niveau de devoir faire des travaux obligatoires mais qui vont coûter très cher parce qu'il n'y aura pas de disponibilité sur le marché, donc c'est une question d'offre et de demande et ça va coûter une blinde de faire ces travaux si on s'y prend trop tard. Et si on n'a pas fait ces travaux, personne ne voudra acheter cet immeuble au prix qu'on voudrait l'acheter aujourd'hui, donc on le voit déjà, il y a une décote, c'est ce qu'on appelle la valeur verte, qui commence vraiment à être calculée aujourd'hui. Et ça, c'est des choses qui sont nouvelles sur le marché. On a toujours dit que l'immobilier, c'était 3 choses, situation, situation, situation. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est situation, situation, ESG. Et il y a une décote qui commence à se faire sentir et qui va se faire de plus en plus sentir. Donc, il faut agir pour éviter de perdre la valeur parce que ça va être incontournable. Le marché est en train de changer, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Clairement, la valeur verte va avoir un impact sur la valeur des immeubles. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Emmanuel et Romain de BN Conseil, nouvelle société du groupe Bernard Nico. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté ton épisode avec moi. Aujourd'hui, dans les groupes du coup de BN Conseil. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par parler de la création de BN Conseil, d'où est-ce que ça vient, à quoi ça sert, et puis ensuite quel est l'objectif, et ensuite après peut-être vous partagez un petit peu votre parcours à vous deux. Nickel. Et puis voilà. Ouais, top. En tout cas, merci de l'invitation. C'est chouette de te recevoir aujourd'hui dans nos bureaux. BN Conseil, c'est une histoire assez innovante qui a suivi un rythme assez effréné ces derniers mois. C'est une idée de Bernard, de Romain et de moi-même. Ça a été, il y a eu des idées qui ont tourné d'abord autour de la durabilité, mais on s'est vraiment mis autour de la table et puis on a réfléchi, concocté en fait qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place de plus pour apporter une valeur, je dirais, une valeur ajoutée supplémentaire aux clients du groupe. Et puis c'est ce qui m'a motivé à rejoindre le père et le fils dans l'aventure de ce challenge, on va dire ça comme ça, ouais. Et moi, je suis très content, c'est super excitant. Et on a un sacré job à faire. Et visiblement, on n'a pas dû se tromper dans le modèle d'affaires parce qu'effectivement, comme le dit Romain, on est overbooké. On a déjà des mandats, donc on ne se plaint pas. Donc on touche du bois, il faut que ça continue. Exact. Peut-être si on regarde un peu plus en détail, qu'est-ce qu'on fait finalement ? Oui. Je dirais qu'on a 4 missions. On en a une à l'interne, où on doit développer les axes stratégiques et puis créer renforcer les synergies entre les agences. Donc là, c'est vraiment un travail avec les directeurs d'agences, de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui serait encore amélioré. Les grands thèmes, c'est surtout la digitalisation, l'uniformisation des process, l'image de marque, le marketing, l'image de marque employeur. Voilà, ça c'est un peu les grands thèmes. Un travail sur le groupe lui-même. Sur le groupe lui-même, où finalement Bernard Nico Conseil SA, c'est le nom de la société, raccourci en BN Conseil, c'est une boîte à outils pour Bernard et c'est une boîte à outils pour les agences du groupe et pour les clients du groupe. Ça c'est l'idée. On est en train de recruter, là, on va avoir à terme une dizaine d'experts ici, surtout des experts du monde de l'immobilier. Donc, ça va du développeur, expert immobilier, architecte, et puis ingénieur, expert CECB. Ça, c'est vraiment... Et puis, au niveau de ce qui est des process et du management, ça, c'est vraiment Romain et moi-même qui allons nous occuper. Donc, ça, c'est la mission qu'on a à l'interne. Puis après, on a 3 missions qu'on peut offrir finalement aux agences et puis aux clients du groupe. Une, c'est tout ce qui est développement et acquisition. Donc là, c'est acquisition de foncier, mais c'est aussi acquisition de prestations à l'échelon du groupe. Donc foncier, on va vraiment analyser, regarder les opportunités et puis les proposer. On a la foncière Bernard Nico qui a à peu près 100 actifs immobiliers, qui achète régulièrement. Et donc, c'est notre client. Et donc, on doit chercher pour ce client et acheter, acquérir dans le portefeuille qui va après être développé, soit gardé à l'interne, soit revendu par construction entreprise générale, puis après vendu avec le service des ventes. Ça, c'est une des grandes missions. Acquisition de mandat, donc un grand institutionnel qui remet en concurrence son mandat de gérance ou bien... Appel d'offres, voilà. C'est ça, appel d'offres entreprise générale ou appel d'offres pour des grosses transactions, etc. À chaque fois qu'il faut représenter le groupe, puis coordonner l'offre, coordonner avec le marketing, coordonner avec différentes personnes qui doivent fournir le prix, différents spécialistes, la coordination de ces offres va être faite chez nous. Voilà. Deuxième partie, c'est tout ce qui est pilotage. Là, on va piloter les développements immobiliers du groupe, surtout dans la phase en amont, qui est la phase stratégie foncière, avant que ça parte en EG.
où on va piloter la rénovation énergétique pour les clients du groupe. Donc là, c'est une zone grise aujourd'hui qui est entre les compétences du gérant technique, qui lui s'occupait, du gérant d'immeuble, qui s'occupe des rénovations légères de l'immeuble, Oui. puis après des rénovations lourdes, vers les 4 millions et au-delà, qui là sont la compétence de l'entreprise générale. Et puis en fait, cette zone au milieu est une zone où il faut des compétences clés, de technique, économique aussi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, et où c'était trop compliqué pour un gérant et puis pas assez gros en termes de volume de travaux pour une entreprise générale. Ça, c'est aussi nos experts et nos pilotes de chez BN Conseil qui vont s'occuper de ça. Puis la troisième partie, je ne sais pas si tu veux l'expliquer. C'est du consulting, de l'expertise, c'est-à-dire qu'on fonctionne comme un cabinet juridique ou un cabinet de consulting. On résout des problèmes par rapport à les demandes spécifiques des clients, par exemple dans le cadre d'un héritage. Les héritiers ne savent pas quoi faire, ils viennent vers nous, on les conseille, on analyse donc la situation, on leur dit ce qu'il faudrait faire. Et il y a aussi notamment tout ce qui concerne la partie durable, qui est très très importante. Pour les CECB, justement, on prépare le terrain pour pouvoir ensuite éventuellement prendre un mandat de pilotage avec une rénovation énergétique. Donc ça, c'est une des choses qu'on fait en consulting. On facture à l'heure, tout simplement. Ok. Ouais, ça fait beaucoup de choses à faire pour 2 personnes, là. Ouais, c'est pour ça que... Non, mais on n'est pas que 2. Attention, c'est ça clair. Emmanuel l'a clairement dit, on peut être une dizaine d'ici très peu. Et puis, Premier collaborateur la semaine prochaine. Exact, oui. Magnifique. Ouais. Donc on avance bien, ouais. Et là, il y a autant d'actions, d'activités à l'interne du groupe pour le moment que pour des clients, des mandants externes. Je dirais qu'on est à 50-50. Ouais, c'est ça. On a clairement des demandes externes. On a eu un communiqué de presse qui est sorti pour la fondation et on a tout de suite eu des téléphones ici de gens qui ont dit « Ah, mais moi, en fait... je suis très content de parler à un expert de l'immobilier romand et je souhaite être accompagné. Je possède un immeuble, je possède un terrain. » Ça, on a eu. Et puis, clairement, au niveau du groupe, on a 2400 immeubles sous gestion qui ont tous besoin d'être analysés au niveau de leur note énergétique. Et puis, tous ces propriétaires qui vont avoir besoin d'être conseillés, mais de manière efficiente. Pas comme on va pas leur proposer forcément de faire une rénovation complète, mais on va proposer surtout de faire des rénovations efficaces. De savoir qu'est-ce qu'il faut pour être en conformité par rapport à la loi vaudoise et puis par rapport au risque de travailler en site occupé, par rapport au risque des locataires, la L3PL, etc. Donc, il y a toute une mesure de risque qui doivent chaque fois être identifiée pour chaque immeuble et puis de savoir comment on va approcher ces risques, les appréhender et puis avoir la stratégie qui va être la plus souple, la plus agile, quitte à mettre en place une stratégie de communication, de prendre les locataires en amont, etc. Mais chaque projet... C'est du sur-mesure, en fait. C'est ça qui est très important, je pense qu'il faut rajouter. C'est qu'il n'y a pas de solution parfaite. En fait, il faut à chaque fois s'adapter à son client. Et puis, il y en a qui vont avoir une conscience écologique beaucoup plus importante que d'autres. Mais nous, on va toujours, par rapport au profil du client et par rapport au profil des immeubles en question, trouver la solution optimale et les accompagner de A à Z. Ça, je pense que c'est là où on a vraiment fait la différence. On le voit aujourd'hui, les propriétaires privés, ça va être plus la note énergétique puis la mise en conformité aux lois qui va les intéresser. Et puis aussi prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une perte de valeur ou bien une perte de compétitivité de l'asset sur le marché. Et puis par contre, pour un propriétaire institutionnel, là, on va rentrer dans des tendances plus larges ESG avec la notion de rating. Et on va utiliser d'autres types d'outils comme des pré-checks SNBS, ou bien on travaille maintenant avec REMS de Farlander Partners qui permet aussi d'avoir vraiment une étude assez poussée de la durabilité et puis de l'impact. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a différents types d'outils et on voit très bien que par rapport à la clientèle et à la segmentation du marché, il n'y a pas la même demande par rapport à qui on est sur le marché. Ouais. C'est vrai. Et aujourd'hui, dans chaque conférence sur l'immobilier qu'on peut voir, auquel on peut participer en Suisse romande, on parle toujours de critères ESG, de durabilité. C'est quand même devenu extrêmement important et c'est dans la tête de tout le monde, des investisseurs, des propriétaires, des locataires, absolument tout le monde. C'est quoi votre vision par rapport à ça, par rapport au marché? Parce qu'en Suisse, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de problèmes à ce niveau-là, qu'ils soient juridiques, comme tu l'as évoqué, Emmanuel, avant. Est-ce que c'est plutôt... pourquoi est-ce qu'on prend autant de temps pour se mettre à jour? C'est plutôt à cause des propriétaires, une volonté des propriétaires, ou bien rien à voir, des contraintes juridiques beaucoup trop importantes, ou des contraintes techniques aussi? Je dirais que c'est l'évolution du monde d'une manière générale.
On peut plus aujourd'hui éviter les critères ESG. On peut essayer de les ignorer, mais à terme, ils vont rattraper. Le monde a changé. Et puis, il y a une conscience, une nouvelle génération qui voit le capitalisme différemment. Et c'est pour ça que nous, justement, on est là, pour les accompagner, parce que, je veux dire, le monde change. On ne peut pas éviter les critères ESG. C'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur, surtout dans les pays anglo-saxons. La Suisse aussi se réveille énormément là-dessus. Mais de toute façon, il y a, comme l'avait très bien dit Emmanuel, encore une fois, c'est surtout au niveau des institutionnels qu'on voit les critères ESG deviennent vraiment quelque chose de très important. Chez les privés, ça l'est moins, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais encore une fois, il y a certains privés qui eux-mêmes disent mais l'ESG, l'ESG, l'ESG. Ce sont vraiment 3 lettres qui font aujourd'hui trembler, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais donc, la question, c'est pourquoi elles font trembler? Parce qu'en fait, ça commence à avoir des impacts concrets. Donc, en fait, jusqu'à il y a quelques années, la durabilité restait un grand thème dont tout le monde parlait, mais finalement, concrètement sur le terrain, c'était difficile à appréhender. Aujourd'hui, on voit que, on l'a vu avec la loi genevoise, on le voit maintenant avec la loi vaudoise sur l'énergie, on va vers des contraintes, on va vers des obligations, puis on va vers des entraves du propriétaire. Et ça, c'est vraiment réglé de manière différente au niveau cantonal, mais il y a quand même une harmonisation au niveau suisse. On voit qu'on commence à avoir un certificat énergétique cantonal bâtiment. C'est un outil suisse. Dans chaque canton, on va avoir ça. On a la coordination des cantons sur l'énergie. C'était le MOPEC 14 le dernier, mais on va avoir le MOPEC 25. Il va sortir, il va faire parler de lui. Dedans, il y a chaque fois des directives de comment on peut appliquer et comment on peut renforcer cette rénovation énergétique. Puis on sait qu'on doit passer, on est à un taux environ entre 1 et 2% de rénovation et il faudrait aller jusqu'à 4. Donc on se rend compte que c'est énorme. On voit qu'aujourd'hui, les entreprises elles sont déjà saturées. Téléphoner à un architecte ou bien un maçon, il vous dira j'ai pas de disponibilité avant tant de temps, sauf si vous êtes un gros client et puis vous êtes prêt à mettre le prix. Et donc on va vers toute une catégorie de risques pour le propriétaire. Les risques, c'est des problèmes au niveau locatif, c'est des risques au niveau de devoir faire des travaux obligatoires, mais qui vont coûter très cher, parce qu'il n'y aura pas de disponibilité sur le marché. Donc, c'est une question d'offre et de demande, et ça va coûter une blinde de faire ces travaux, si on s'y prend trop tard. Et si on n'a pas fait ces travaux, personne ne voudra acheter cet immeuble au prix qu'on voudrait l'acheter aujourd'hui. Donc, on le voit déjà, il y a une décote. C'est ce qu'on appelle la valeur verte, qui commence vraiment à être calculée aujourd'hui. Donc, ça, c'est des choses qui sont nouvelles sur le marché, et qui forcément commence à être à venir booster ces rénovations. Et juste pour ajouter, on a toujours dit que l'immobilier c'était 3 choses: situation, situation, situation. Je pense qu'aujourd'hui on peut dire que c'est situation, situation, ESG. Et clairement, il y a Emmanuel l'a très bien dit, il y a une décote qui commence à se faire sentir et qui va se faire de plus en plus sentir. Donc il faut agir pour éviter de perdre la valeur, parce que ça va être incontournable. Le marché est en train de changer, et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, clairement, la valeur verte va avoir un impact sur la valeur des immeubles. On n'a pas parlé, il y a aussi tout le côté locataire. Aujourd'hui, alors voilà, on est dans un marché qui est tendu en termes de location, taux de vacances relativement bas, mais on pourrait imaginer que ça n'a pas toujours été le cas, ou bien que ça ne continuera pas forcément à être le cas, à voir que dans certaines zones, en tout cas, peut-être parlons de zones, centre-ville, ce sera peut-être moins une question, mais peut-être en périphérie, où finalement, je sais pas, prenons une ville comme dans le Gros-de-Vaud, comme Luçon, etc. Si on possède des grands bâtiments qui sont des passoires énergétiques et qui vont venir finalement impacter de manière assez conséquente le loyer final du locataire, parce que finalement il y a le loyer puis les charges, mais le locataire, lui, ce qui l'intéresse, c'est le total, c'est combien, quel est son combien brut, il débourse, bien sûr, loyer brut. C'est ça. Combien il débourse finalement à la fin de chaque mois. Il s'en fiche de savoir comment est constituée cette dépense. Et en fait, on pourrait voir que si les charges continuent à prendre l'ascenseur au niveau de l'électricité, des charges de chauffage, etc., on pourrait avoir des endroits qui commencent à se vider parce que ça devient trop cher pour la cible de locataires qu'on avait en périphérie, qui était prête à payer ce prix, mais pas plus. Et donc, pour un immeuble qui serait dans la même zone de loyer cible final de ce locataire, il pourrait se dire, tiens, moi je change, parce que là-bas je suis dans un Minergie, et puis du coup,
je sais que mon loyer, ben oui, ça va chez le propriétaire, mais ça va pas commencer à prendre l'ascenseur. Tandis qu'ici, là, avec le report des charges électriques et des charges de chauffage, c'est la folie. Voilà. Complètement. Oui, bien sûr. Ouais, c'est très intéressant. D'ailleurs, j'ai souvent des gens qui m'écrivent des messages privés. Et les personnes qui m'écrivent pour me dire j'ai une propriété, là, une maison ou un appart que j'arrive pas à relouer, c'est, je pense, 3 fois sur 4, c'est un chauffage électrique. Alors, c'est relativement rare, un chauffage électrique, mais quand même, je pense que ça effraie les locataires, bien évidemment. C'est logique. Ah ben les charges, ça impacte sérieusement la valeur d'un immeuble, de toute façon. Donc, et puis, au niveau de la location, ça, Emmanuel a parfaitement raison. Le locataire, il s'intéresse à ce qu'il paye à la fin, du mois. Ouais, exactement, tout à fait. Donc, c'est vrai que si on parle d'immobilier d'investissement, d'immeuble de rendement, peut-être qu'à terme, on pourra arriver à la même conclusion avec un immeuble qui a une chaudière à mazout. Et puis, on se dira, tiens, oula, chaudière à mazout, qu'est-ce que j'en fais ? Attention. Attention, c'est ça. Ouais. Non, peut-être que la production de chaleur, ce sera à voir comment ça évolue. Mais ce sera définitivement la note sur Vaud, en tout cas. F et G d'un CECB, ça va être critique. Et il faut aujourd'hui anticiper ça, calculer sa note, vérifier où on en est, voir si on peut optimiser l'immeuble avec des petits capteurs qu'on peut mettre sur la chaudière. Il y a des sociétés qui font ça permet d'optimiser, avoir un suivi, voir où on se situe après ce suivi. Et puis après, si nécessaire, il faut faire des travaux ciblés. Ouais. Et c'est exactement ce que nous proposons de faire. Ouais. Et du coup, dès le moment où on fait des travaux, il faut absolument voir si on peut optimiser l'immeuble au niveau de sa surface locative. Est-ce qu'il y a des appartements qui peuvent être faits dans les combles ? Est-ce qu'on peut rajouter 2 étages ? Est-ce qu'on peut... Voilà, parce que ça aussi, du côté propriétaire, c'est un grand plus. Puis au final, ce qui est intéressant de voir avec cette démarche, c'est que ce qu'on propose, c'est très concret. Ce n'est pas du tout des mesures qui sont de l'ordre du lunaire. Non, c'est des choses que le propriétaire, il peut se financer. S'il ne peut pas se le financer tout de suite, il peut se le financer soit en prenant une petite hypothèque, soit donc il prend directement sur la cédule, ou l'immeuble lui-même peut financer ses travaux, ou en mettant en place un fonds de rénovation un peu plus corsé pour une PP, etc. Donc, c'est vraiment des choses qui sont atteignables. Il y a pas mal de subventions encore qui sont disponibles, qui permettent d'atténuer ça. Même pour la gestion de projet, maintenant sur Vaud, nous, on peut être subventionné pour notre assistance à maîtrise d'ouvrage. Okay. On a aussi, après, tout ce qui est charge électrique. Donc, on peut mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit. Ça va venir dans le bilan, ça va venir améliorer finalement la consommation puis les dépenses qui sont liées à l'immeuble. Donc, au niveau propriétaire, il y a pas mal d'aspects quand même positifs qui vont là-dedans. Ça va maintenir la valeur, ça va maintenir la compétitivité, potentiellement peut-être un peu mettre à jour les loyers ou consolider les loyers, on va dire ça comme ça. Puis du côté propriétaire, en fait, du côté locataire, il y a aussi plein d'avantages. Parce qu'on se retrouve dans un immeuble qui peut être plus agréable à vivre, moins de ponts thermiques, de vagues de froid ou de vagues de chaud en été. On n'a pas besoin de mettre le ventilo ou bien de mettre le petit chauffage d'appoint en hiver. On a des charges qui sont maîtrisées. Donc c'est assez bénéfique des deux côtés, locataire comme propriétaire. Et comme tu l'avais dit, si tu veux, ça dépend aussi, parce que dans certains cas, ça peut être des petites opérations très simples. Pas toujours. Il y a des fois, c'est beaucoup plus complexe en fonction de la complexité de l'immeuble, mais dans certains cas, on peut, en faisant quelques démarches simples, vraiment simplifier la vie de tout le monde. Mais après, est-ce qu'on n'a pas quand même une contrainte aujourd'hui ? Là, je le dis des épisodes de podcast que j'ai effectués avec des promoteurs ou même avec des PropTech qui me disent très clairement, tous nos clients qui souhaitent faire des travaux, c'est beaucoup trop contraignant. L'administration prend beaucoup trop de temps. C'est beaucoup trop compliqué. L'État nous dit de faire des choses qu'on aimerait faire, mais il nous empêche de le faire derrière parce que c'est un monument protégé, parce que ça prend un an et demi pour une autorisation de construire alors que ça devrait prendre 2 mois. Et en plus de ça, tu parlais de subventions Emmanuel avant, c'est vrai, mais moi j'ai une personne qui m'a dit une fois, et j'ai trouvé assez pertinent, en fait on nous met à disposition des subventions, mais pour les obtenir, l'effort à fournir est plus conséquent que ce qu'on va gagner économiquement. Donc alors, en gros, ça vaut pas la peine. Pas toutes les subventions sont intéressantes. Et justement, c'est pour ça qu'un projet doit être bien analysé. Parce que, comme tu le dis, en fait, il y a l'effet investissement. Et puis, tu vas sur chaque projet, tu vas dire, assistance maîtrise d'ouvrage, je prends la subvention. Faire le CECB, la moitié m'est payée, je prends. Ça, tu prends. Puis après, tout d'un coup, tu envoies une autre, puis tu dis, oula, mais celle-là, pour pouvoir l'obtenir, il faudrait que je mette de l'isolation là, puis là, puis là, puis là.
Puis en fait, ça me coûte 4 fois plus cher pour avoir... Donc, celle-là, tu la prends pas. Surtout que tu vois finalement que dans le bilan, au final, elle t'apporte peanuts. Ouais. Donc en fait, c'est toujours comme ça. Il faut pas prendre toutes les subventions. Il y en a, tant mieux, on les prend. Et puis, il faut agir plutôt comme un sniper. Il faut dire, ça, je fais. Puis si je monte un peu le curseur, ouais, ça, c'est pas mal, je prends. Puis là, ça, je prends pas. Et la rénovation, il faut l'appréhender de cette manière-là. Alors maintenant, les subventions ne seront peut-être pas toujours là. Ça, c'est aussi important et c'est pour ça qu'on incite les propriétaires à agir plutôt que d'ignorer le problème. Parce qu'elles sont, à terme, elles risquent de disparaître. Ouais. Et aussi, tu disais, alors il y a la question d'embûche. Alors, on va pas se mentir, c'est compliqué de rénover. Ça, c'est sûr, on nous encourage à le faire, mais on est dans un état de droit. Il y a le droit public, il y a le droit privé, et tout ça, ça fait que c'est une grande pelote de laine avec beaucoup de nœuds. Et en fait, en réalité, c'est une des raisons d'être de notre société, c'est de dire, vous inquiétez pas, nous, on va prendre le temps de démêler ça pour vous. Donc, oui, peut-être ça prendra 12 mois, mais on va le suivre, et puis on va aller négocier avec le service des monuments et sites, puis on va aller négocier avec la ville, et puis on va négocier avec vos locataires, on va faire une séance de communication, puis on va prendre tous ces gens main dans la main, faire des conventions, puis on va arriver à un résultat. Mais c'est vrai que je peux imaginer qu'un propriétaire un peu autodidacte qui se dit que jusqu'à aujourd'hui, il a tout fait tout seul, quand il arrive devant les autorités, puis qu'il se comprend qu'il est plus dans un cas d'Obélix et les 12 travaux, où il faut aller chercher le formulaire C au 3e étage et puis le donner à madame. J'ai la tête, je viens de voir la scène en tête là. C'est ça. Hein. Et donc, voilà, il faut connaître les baguettes du métier, les ficelles, et puis commencer à mettre un pilote dans l'avion. Ça, c'est notre métier. Parce qu'il n'y a pas un problème de volonté politique quand même à travers tout ça. Parce que la politique parle beaucoup, mais au final, dans les actions, ça n'a pas beaucoup changé entre il y a 5 ans et aujourd'hui sur la vitesse de mise en place. Non, oui, quand même. Je crois pas. Je crois qu'il y a vraiment un souhait politique. Non. Okay. À tous les niveaux d'ailleurs, fédéral, cantonal, non, clairement. Mais par contre, le problème, c'est qu'on veut toujours défendre les intérêts au mieux des gens, des citoyens au final. Donc, on met en place des procédures. Et puis, en fait, cette défense des intérêts, des défenses des monuments et sites, défense des locataires, protection incendie et sécurité des bâtiments, tout ça, c'est en fait, en réalité, c'est dans un but de bien commun. Mais ça rend les choses coûteuses et compliquées. Parce que qu'est-ce qui se passe ? On part pour rénover une façade, on veut juste changer les fenêtres, et puis finalement on arrive devant les autorités, et puis on se rend compte que parce qu'on fait une mise à l'enquête qui dépasse un certain montant, en fait c'est des travaux plus conséquents qui demandent d'être qui demandent de mettre à jour tout l'immeuble, et puis donc on doit mettre une conformité face aux polices SCA, puis la police SCA, on va commencer à travailler à l'intérieur du bâtiment. Et puis, comme on travaille à l'intérieur du bâtiment, on commence à tout refaire, à taper, casser des murs. Puis on se dit, puisqu'on y est, je vais changer mes colonnes de chute aussi. Puis en fait, on fait un assainissement général. Et puis après, il y a des projets qui nécessitent de partir en assainissement général. Ça, c'est possible. Mais on en a plein. On en a chaque année une belle série qui sont dans notre entreprise générale au niveau des rénovations. C'est des assainissements généraux de bâtiments. Mais il faut voir, est-ce qu'on est vraiment toujours obligé d'arriver jusque-là, ou bien est-ce qu'en fait, on peut, dans des moindres mesures, faire seulement des travaux d'échantillonnage. Limiter les coûts et puis optimiser les gains. Ouais. Effectivement. Et encore un point par rapport à ça, vous ne trouvez pas qu'il y a quand même des frictions aujourd'hui, même à l'interne, dans le processus d'autorisation de construire, dans les services qui ont les yeux rivés sur les dossiers d'autorisation de construire? Typiquement, on a cumulé les services. On n'avait pas autant avant, mais services de l'environnement, service social, service de la protection du feu, service de tout. En fait, il y a un service un peu pour tout. Et vous avez des services qui ne sont pas d'accord entre eux. Et vous, quand vous êtes le maître d'ouvrage, quand vous voulez rénover, vous voulez faire bien, vous vous rendez compte que vous ne pouvez juste pas avancer parce que le service des monuments historiques vous dit vous n'avez pas le droit de faire ça. Le service de l'environnement vous dit si vous ne faites pas ça, je ne vous donne pas l'autorisation. Donc il y a quand même des contraintes ici qui sont dilématiques. Alors encore une fois, oui, ça arrive tout le temps, absolument tout le temps, parce que chaque service prêche pour sa paroisse. Ça c'est normal, et donc ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Typiquement, l'exemple standard, c'est monuments et sites, et puis police SCA, norme feu, protection du bâtiment, protection incendie, pour être précis.
Et puis, un veut qu'on mette en place des rénovations de portes palières, de cages, d'escaliers, etc. Puis l'autre va dire, mais non, c'est protégé, il ne faut pas changer. Ouais. Alors, encore une fois, si on est un propriétaire standard, puis qu'on est un peu autodidacte, puis on s'est dit, comme je fais ma déclaration d'impôt tout seul, je vais aussi faire mon permis de construire tout seul parce que j'ai un petit-fils qui est architecte, puis il va juste signer, mais sinon ça... Non, c'est plus facile, c'est plus possible de faire comme ça. Il faut quelqu'un qui soit là, qui prenne les services entre eux, qui organise une séance sur site. Sur site, il faut faire une visite, il faut faire un PV, il faut protocoler ce qui a été dit. Et puis après, il faut pousser, il faut mettre des rappels, puis il faut dire voilà. Parce que finalement, on est obligé d'aller vers une entente au bout d'un moment. Hein. Mais l'État doit statuer, on ne peut pas ne pas rénover, etc. Donc au bout d'un moment, il y en a un qui doit céder à l'autre. Mais le problème, c'est souvent au niveau de la responsabilité. C'est-à-dire que si c'est les monuments et sites qui gagnent, est-ce que en fait, ceux qui sont en charge de la protection incendie donnent des charges ou pas? Et souvent, on arrive à des situations où des fois, il y a des flous, où on n'a pas fait, mais en fait, le propriétaire, d'une certaine manière, il est quand même responsable de ne pas avoir mis en place ces lampes. Et là, c'est vraiment notre travail, c'est aussi de relire les documents puis de dire non. Là, vous nous donnez le permis de construire, donc vous donnez des charges qu'on ne fait pas ça parce que c'est obligatoire pour les monuments et sites, mais vous ne venez pas poursuivre le propriétaire s'il y avait un incendie puis qu'il y avait des dégâts corporels et humains. C'est compliqué. Hein. C'est avoir les yeux partout. Hein. on les a. Et maintenant que vous êtes dans le marché tout le temps, que vous êtes actif là-dedans, il en est où aujourd'hui le marché immobilier suisse par rapport à ça? Il est en train de mise à jour au ESG. Il est en train de se réveiller doucement. Comme on l'a déjà dit par rapport au fond, je pense que clairement, ils ont déjà pris les devants. Mais malheureusement, et ça c'est triste à dire, certains petits propriétaires sont récalcitrants. Mais nous allons leur venir à leur rescousse, faire en sorte qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas éviter cela et que le monde change, comme j'ai déjà dit. J'aime bien prendre l'exemple des années 70, où certains maris auraient dit c'est complètement ridicule que ma femme vote. Mais il aurait beau dire ça aussi fort qu'il voulait, quelques années plus tard, elle avait le droit de vote. Donc, c'est ce qui va, à mon avis, se passer. Et clairement, il faut se réveiller. Ah, c'est clair. Et je pense que qui est très représentatif de l'immobilier roman, Bernard Nicot, ça en fait partie, en tout cas. C'est un nom qui est connu et reconnu. Et la preuve, c'est qu'on met en place un service qui est dédié. Et c'est preuve qu'il y a un intérêt de la part du marché et qu'il y a de la demande par rapport à ça. Donc, le marché se réveille gentiment, mais sûrement. On voit que après un mois d'activité, on a déjà un cahier de commandes qui est plein. Et puis, j'ai envie de dire... Et on s'en plaint pas. Il est plein et on s'en plaint pas. Magnifique. C'est quoi votre vision maintenant, plus sur l'aspect juridique de tout ça? Parce que comme on sait, depuis la LDTR et la L3PL ici sur le canton de Vaud, il y a quand même des contraintes aussi au niveau juridique pour le propriétaire quand il fait des gros investissements dans son parc immobilier, qu'il ne peut pas forcément répercuter les travaux qu'il a réalisés sur les loyers et donc ces investissements qui sont inutiles, et donc on a un parc vieillissant parce qu'on repousse l'investissement puisque ça ne sert à rien d'investir. Alors là, c'est un dilemme, la même chose que les dilemmes entre les différents services de l'État. Oui, c'est un fait. La L3PL, selon certains angles, peut être un frein à la rénovation. Et c'est pour ça que chaque actif doit être analysé séparément par rapport à la fortune, par rapport aux baux qui ont été signés par rapport à ce bâtiment. Et je pense que pas tous les immeubles doivent avoir la même stratégie de rénovation. Du sur-mesure, une fois de plus. Ok. Et donc ça freine pas tant que ça au final? Il faut juste avoir la bonne approche. Ouais. Donc, il y a des solutions. Il y a des solutions, il faut mettre en place les choses, exactement. Il n'y a pas de problème, il y a toujours des solutions. C'est ça. Ok, bon, magnifique. C'est quoi les objectifs pour BN Conseil maintenant sur les années à venir? Alors, c'est tout récent d'ailleurs, ça date de quand au final? Tu veux répondre à la question? Non, vas-y. Le jour où vous avez lancé ça? Non, ça fait un peu plus d'un mois. Ouais. Début octobre. Lancement officiel 2 octobre. Ouais. Ah, 2 octobre, ouais. C'est même pas un mois. Même pas un mois. Ouais, après, ça dépend comment on compte. Mais ouais, on va dire ça. Voilà. Ok. Et puis, notre objectif, il est pas très compliqué à comprendre. C'est d'ici 3 ans, on veut que tous les clients propriétaires du groupe Bernard Nicot, ils aient une feuille de route face à la transition énergétique. Ça, c'est notre objectif. 3 ans. Ouais. Ok. Combien de propriétaires ça?
C'est un certain nombre. 2400 immeubles, comme il a déjà été dit. 2400 immeubles. Ouais. Ok. Magnifique. Vous êtes principalement actif aujourd'hui sur l'Arc lémanique, canton de Vaud, Genève, Oui. c'est ça? Est-ce Exact. que vous êtes actif aussi ailleurs ou pas? On a des activités sur Genève, sur le canton de Vaud, et puis jusqu'au début du Valais. Hein, on va jusqu'à Martigny. Ok. Ça, c'est exactement. Je pense que peut-être au nom de la famille Nico, tu peux peut-être un peu préciser. Non, on a 11 agences. On a 280 collaborateurs et donc notre footprint, comme l'a très bien dit Emmanuel, ça va donc de Genève en montant à Yverdon, on descend un tout petit peu sur Fribourg, mais très légèrement. Jusqu'à Et puis, Bulle. Voilà, Bulle. Voilà, on va pas plus loin que ça. Et puis en Valais aussi, un petit peu. Voilà, donc 11 agences, 280 collaborateurs et puis bientôt 50 ans d'expérience. Voilà. Magnifique. Dans quelle région est-ce que vous voyez le plus gros potentiel pour le développement de vos services à travers évidemment la rénovation et la mise à jour de ces immeubles? Alors, on peut penser qu'il y a toujours des opportunités sur Vaud, même si elles sont de plus en plus limitées. On regarde aussi un petit peu du côté du Valais, et puis pas plus loin que Bulle, on va dire. Voilà. Mais je dirais que notre service, il est un service transversal à ce qu'apporte aujourd'hui le groupe Bernard Nico, et puis finalement, la durabilité, elle va être nécessaire partout. Absolument. Donc, nos deux régions phares, c'est Vaud et Genève. Là où il y a des lois aussi qui font que il y a un intérêt à se dépêcher, d'anticiper. Et donc, effectivement, le focus des prochaines années, c'est le canton de Vaud et un petit peu le canton de Genève. Voilà, exactement. Mais après, comme Emmanuel l'a très bien dit, je veux dire, de toute façon, avec la réalité, la demande qu'il va y avoir pour les rénovations énergétiques, il y a vraiment de quoi faire. Et puis après, il faut trouver la main-d'œuvre et puis les têtes, les équipes et tout ça. C'est le problème qu'il y a aujourd'hui, la main-d'œuvre. Peut-être ce qui est important de dire, c'est on n'a pas, bien qu'on ait des architectes ici chez nous comme pilotes, etc., ou à l'entreprise générale, on ne procède pas comme architecte. Donc les architectes sont vraiment nos partenaires. Et pour chaque projet, qu'il soit à Yverdon, à Genève, ou à Martigny, ou à Montaix, on va prendre des architectes locaux. Et on va aussi prendre des entreprises de construction locales. Chez Bernard Nico, on ne possède pas de corps d'État, maçon, peintre, etc. Ça, on n'en a pas. Et donc, on crée chaque fois des équipes locales avec des sociétés qui sont bien implémentées. Et vu le nombre de... On fait vivre beaucoup de personnes, beaucoup de familles. Et ça, je pense que... Et mon père paye beaucoup d'impôts. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il paye beaucoup d'impôts. J'en doute pas. J'avais une question par rapport au certificat CECB. Oui. Parce qu'en Valais, du coup, c'est pas obligatoire d'en avoir un à chaque transaction. Sur le canton de Vaud, c'est obligatoire. Et à Genève, si je ne me trompe pas, c'est pas obligatoire encore. Hein. Alors à Genève, c'est différent. À Genève, on calcule l'IDC. C'est l'indice de dépenses de chaleur. Mais ils sont en train maintenant de décider justement de passer sur le CECB. Donc il y a une loi qui est en train de changer. Parce qu'en fait, le CECB, comme je l'ai dit avant, c'est le certificat énergétique cantonal officiel en Suisse. Et normalement, chaque canton devrait se référer à ça. Et là, il y a vraiment une stratégie au niveau de la confédération qui pousse pour ça. Et on ne serait pas très étonné à terme de voir chaque canton qui l'utilise, voir chaque canton qui le rende obligatoire. Parce que ça permet vraiment à l'État de monitorer où en est mon parc face à ma responsabilité sociale de la transition énergétique. Et donc... vu les thématiques actuelles sur l'énergie, sur le prix de l'électricité, on ne peut que croire que le certificat énergétique cantonal va continuer à croître et se déployer partout ailleurs. Il prend plus en plus d'empreintes d'année en année, clairement. Donc, pour l'instant, c'est pour les ventes, mais dans le nouveau projet de loi, donc la LVLN, clairement, c'est d'en avoir un de façon obligatoire. Voilà, donc juste pour préciser ce point-là. Tous les propriétaires auront jusqu'à 5 ans pour transmettre à l'État la note certifiée par un expert agréé. Ok. Beaucoup de travail aussi. J'avais une question aussi sur les nouvelles constructions, parce qu'on parle beaucoup des rénovations là depuis le début, mais il y a aussi les nouvelles constructions qui continuent, qui sont lentes, mais qui continuent. Et j'ai quand même toujours des professionnels de l'immobilier avec qui je discute qui sont anti. Non, on peut le dire, anti-minergie, anti-CCB, trop contraignant, trop compliqué, ça sert à rien. On peut pas ouvrir les fenêtres. Et surtout en Valais, ça. On peut pas ouvrir les fenêtres. C'est surtout en Valais qu'on entend ce genre de choses. Même pas qu'en Valais. Surtout en Valais.
Est-ce que vous imaginez encore vous, ou bien est-ce que vous construisez encore sans forcément de labellisation Minergie, ou bien c'est inenvisageable maintenant? Alors, je dirais que ça paraît- dépend. Tout à fait juste. Comme pour la rénovation, chaque projet nécessite une stratégie qui est différente. Ça dépend de son emplacement, de quel propriétaire, quelle est la destination finale prévue des locaux, etc., etc. Peut-être des locaux pour faire de l'artisanal, c'est pas forcément nécessaire d'aller sur un label, ça dépend. Après, vraiment, le label, c'est un branding et nous, on le recommande. Surtout que maintenant, aujourd'hui, le Minergie simple, c'est quasiment pas d'investissement par rapport à ce qui est demandé dans les lois sur l'énergie. Le premier palier Minergie, finalement, au niveau des normes, on est presque à la même chose, à quelques nuances près, mais en termes d'investissement, c'est que quelques pourcents supplémentaires, pas beaucoup. Et on le voit, ça se retrouve sur la valeur. Donc, si on part sur un projet qui décide d'être vendu en lot, PP, etc., ce sera une forte plus-value à la vente. Ça va intéresser les nouvelles clientèles. Et puis, si on part sur un projet qui doit être gardé dans un portefeuille immobilier, et ben là aussi, sur la valorisation qu'on a, puis continue, quand on vérifie où on en est inscrit dans notre valeur comptable et au suivi après des années, on peut voir qu'un bâtiment qui a un label, eh ben, il va gagner en crédibilité, puis il va gagner en longévité au niveau de sa valeur. Ouais. Donc, c'est plutôt une recommandation de faire des ouvrages avec des labels. D'ailleurs, ça fait partie de la palette officielle de ce qu'on a en Suisse. On a le CECB, on a le Minergie et puis le SNBS. Et puis ça, c'est les 3 labels officiels qu'on a dans ce pays. C'est quoi le SNBS? Le SNBS, c'est le seul label en fait qui prend en compte le ESG. Et puis ça permet au niveau d'un bâtiment ou au niveau d'un quartier de faire un check au niveau de tout ce qui est durabilité sociale, environnementale et économie. Et en fait, ça donne une espèce de roue. Tu peux remplir le pré-check, il est gratuit. Et puis après, si tu veux aller plus loin, tu dois avoir un login, etc. Et c'est souvent utilisé pour les fonds, justement. Et si tu veux aller dans la durabilité, que tu veux mettre en place un quartier durable, ou bien que tu as un gros immeuble, et puis tu veux travailler sur ces aspects ESG, le SNBS, c'est un très bon indicateur en Suisse. Ok, je savais même pas que ça existait, c'est dingue. Et en parlant aussi de labellisation, surtout Minergie, on a des avantages aussi en tant que propriétaire quand on développe une parcelle d'un point de vue densité. Oui, c'est exact. C'est ça, ouais. Exact. Est-ce que c'est le cas aussi ici tout le temps? Parce que je sais que moi, je viens d'obtenir l'autorisation de construire pour un immeuble de 9 appartements. J'ai pu faire 9 appartements parce que c'est labellisé Minergie. Tout ce que vous dites de faire, j'appliquais à la lettre. Et donc, normalement, ça aurait été 8. J'ai pu en faire 9. Voilà. Et donc, est-ce que c'est le cas ici aussi? Alors, c'est le cas sur le canton de Vaud, exactement. Ouais. C'est sur la loi vaudoise sur l'énergie. Tu as un bonus Minergie qui est applicable. Bien sûr, après, il faut toujours soumettre ton projet aux autorités, puis regarder. C'est un aller-retour. Je recommande à tout le monde de faire un préavis consultatif avec les autorités en leur soumettant votre volonté de label. Et puis après, on reçoit en général un préavis positif par rapport à ça. Il faut faire le tableau des surfaces aussi, puis comment vous avez calculé, puis comment vous appliquez votre bonus. Et puis si vous avez votre préavis des autorités, normalement après, il n'y a pas de souci, puis il faut continuer comme ça. Ok. Il faut faire bien attention au niveau de comment on interprète ce bonus. Oui. Surtout si on part sur du redéveloppement, donc on détruit quelque chose pour faire de l'existant, etc. Ça peut être soumis à interprétation de ces pourcentages qu'on peut gagner en plus. Donc, voilà. Et aussi l'aspect architectural qu'il faut prendre en considération, parce que densifier, c'est bien gentil, mais après, il faut aussi, quand on fait un projet, par exemple, de luxe, c'est peut-être parfois, on se dit, on est peut-être un petit peu moins densifié pour et pas exploiter donc, tout le potentiel pour respecter la ligne architecturale. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent en considération, mais pour répondre à ta question, c'est oui, sur Vaud, on a ça aussi. C'est quoi ce qu'il y a de plus compliqué aujourd'hui à analyser dans un projet de développement, quand vous faites du développement pur? Alors, déjà, juridique. Faire des plans de quartier, ça devient de plus en plus compliqué. Hein. Ça, il faut quand même dire, il faut quand même le dire, que ça prend du temps. Et il faut se mettre d'accord avec les parties prenantes, donc avoir une vision stratégique extrêmement sophistiquée. Il faut avoir les reins solides financièrement, parce qu'il faut savoir qu'il va y avoir des oppositions et qu'on risque de se retrouver dans des ennuis très importants. Et je pense qu'aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, il faut aussi savoir céder un tout petit peu de terrain, parce qu'on ne peut pas uniquement faire ce qu'on faisait, comme par exemple dans les années 80, où le promoteur, il achetait en 2 minutes, tout était réglé. Aujourd'hui, il y a des procédures administratives extrêmement complexes.
Et en gros, il faut savoir vraiment ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on a des équipes chez Bernard Nico qui sont très sophistiquées. Et puis, on a Ben Conseil qui aussi va pouvoir conseiller Bernard sur certains aspects complexes qu'il faut suivre. Des fois un peu trop compliqué, les procédures d'autorisation. Ça peut être très, très compliqué, mais on ne désespère jamais, on arrive toujours à nos fins. Puis, tout dépend le risque qui a été choisi au début du projet. C'est sûr que si on part sur une zone industrielle, dans la velléité du promoteur de se dire je vais changer la zone, je vais la dépolluer, etc. Voilà, peut-être qu'à l'époque, ce genre d'opération était plus simple. Aujourd'hui, ça s'avère compliqué et très compliqué. Ouais. Mais quoique, un grand pré en zone constructible, mais au milieu d'un village, ça s'avère aussi assez compliqué. Si c'est un grand pré où il n'y a rien dessus. Non, et puis la loi d'aménagement sur le territoire, avec sa révision de 2014, n'a pas amélioré les choses. Je veux dire, donc clairement, il faut construire sur son terrain pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. Parce que justement, c'est ce qu'on incite les propriétaires à agir et pas juste thésauriser, comme on faisait à l'époque. Donc, il faut agir quand on a un terrain, il faut savoir ce qu'on va en faire, mais sachant qu'il va y aussi avoir des embûches dans le processus de développement. Donc, c'est bon. Et puis, on a affaire à toutes ces dézonages et zones réservées maintenant, où tout d'un coup, il y a des situations où on a acheté un terrain et puis en fait, hop, ça passe en zone réservée, mais on n'avait pas déposé de permis parce qu'on était encore en... Là, tout d'un coup, ça peut couper, puis ça peut couper pendant pas mal de temps, parce qu'une zone réservée, ça veut dire qu'on vient bloquer pendant 5 ans, et puis ça peut être prolongé jusqu'à 8 ans. Puis à la fin de cette zone réservée, il sort un nouveau règlement pour lequel c'est peut-être pas le prix qu'on avait prévu pour cette parcelle. Ouais. Ça, c'est un grand challenge. On a différents types de challenges au niveau de la planification. On a vu là récemment 2 référendums qui ont fait sauter des projets alors que tout le monde pensait que ça allait passer. Et puis, c'était pas des projets... fait par des privés, mais il y avait derrière des grands institutionnels, etc., qui voulaient apporter du logement. Il y avait le soutien des autorités communales qui voulaient créer encore plus d'habitants sur la commune et d'emplois, etc. Et pourtant, la population n'en veut pas. Donc ça, c'est vrai qu'en tant que développeur, c'est pour ça que c'est assez intéressant de prendre l'aspect de la durabilité puis de se dire, OK, mais qu'est-ce que veulent les gens ? Finalement, mon métier, c'est de répondre à un besoin. Donc, où est-ce qu'il y a un besoin ? Puis développons quelque chose qui réponde à un besoin, développons pas n'importe quoi. Et sûr. Ça, c'est intéressant pour nous. Oui, non. Et puis, il y a aussi l'aspect que beaucoup de gens disent il faut densifier, mais pas chez moi. Ça, c'est un gros problème. Et je pense qu'il faut aussi savoir lâcher un peu du lest. Parce que, bien sûr. Ça, très, très, très bon commentaire. Moi, je pense que j'avais eu la chance de discuter avec un ex-politicien en Valais qui aujourd'hui fait de l'immobilier. Et il m'a dit très justement que c'est la différence aujourd'hui entre le citoyen et le consommateur. C'est-à-dire qu'on est tous citoyens, mais on est tous consommateurs à la fois. Et en fait, le citoyen, il est complètement d'accord de densifier. Il est complètement d'accord de dire c'est juste, il faut que ce soit plus simple parce que la mobilité sera plus simple, sera plus écologique, on laisse plus de paysages disponibles. Mais le consommateur, il veut pas qu'on densifie chez lui. Et c'est le problème, c'est qu'on est tous pareils. Mais aujourd'hui, il y a un vrai problème avec ça. Un vrai problème parce que l'activité de construction, elle est en baisse depuis maintenant 6-7 ans. Depuis 2017, on pique du nez. Et il y a une vraie pénurie de logement. Elle va reprendre avec les rénovations énergétiques. Mais le problème, c'est que les demandes d'autorisation de construire et les autorisations de construire délivrées sont en baisse. Et l'inertie de l'immobilier fait que ce qui se passe aujourd'hui, ça va nous impacter dans 5 ans. Aujourd'hui, c'est déjà compliqué. Dans 5 ans, si les autorisations de construire délivrées aujourd'hui sont faibles, c'est dans 3, 5, 10 ans que ça sera très compliqué. C'est Guy Parmelin qui disait que la Suisse était un hôtel overbooké, sauf erreur. Ça, c'est sûr, c'est ce qu'on voit. Et puis, ça continue à l'être. Mais finalement, il y a des cités comme la cité de Calvin, ça fait des années et des années qu'ils sont dans ce stade-là. Et puis, ça continue quand même à se développer. Et puis, on travaille sur un environnement qui est en perpétuel overbooking, finalement. Et pourtant, ça se rénove quand même, ça se développe quand même. Et puis, là, de manière encore plus, depuis qu'il y a cette nouvelle loi sur l'énergie qui astreint les propriétaires à mettre des plans d'assainissement. Et puis on voit que ça bouge, ça a créé du mouvement dans les transactions. Il y a des familles qui se sont séparées d'immeubles parce que ils n'avaient pas envie d'investir dans la réno. Mais ces immeubles, ils ont été rachetés, ils ne sont pas restés sur le marché flottant. Je veux dire, ils ont été repris par des gens qui vont les rénover. Donc l'un dans l'autre, il faut juste se repositionner. J'ai par contre un investisseur qui m'a dit qu'aujourd'hui, très clairement,
il y avait une plus-value pour tous les bâtiments qui étaient déjà rénovés, qui étaient déjà ESG compatibles, si on veut, durable compatibles, pour la simple et bonne raison que justement les contraintes sont tellement compliquées aujourd'hui pour obtenir ces autorisations de construire, pour les mettre à jour, que le temps qui va prendre, que va prendre l'investisseur pour faire cette mise à jour, il est complètement d'accord de surpayer une petite partie pour l'immeuble qu'il va acheter. Alors je vais te repose la question dans l'autre sens. Est-ce que finalement c'est pas juste un immeuble qui a été rénové, on sera d'accord qu'il soit dans un prix passé, comme on a pu voir en 2019 ou en 2020. Et puis aujourd'hui, tous les autres immeubles, ils ont pris des décotes. Et puis peut-être que si c'est pas une passoire énergétique, puis que c'est un immeuble flambant neuf, on sera d'accord de rester un peu plus proche des prix qu'on a eu il y a quelques années en arrière. Mais j'irai pas jusqu'à lui ajouter un bonus. Ouais. Okay. Peut-être un prix qui est plus cher que le prix du... En fait simplement, un immeuble aujourd'hui, tu vas l'analyser et puis tu vas déduire les travaux que tu penses. Voilà. Donc, tandis qu'un immeuble, si on lui a déjà déduit ses travaux, tu vas être d'accord de donner cet argent au propriétaire. Bien sûr. Non, mais hors travaux, on parle de bonus supplémentaires à cause du temps et des contraintes liées à ces autorisations. Leur temps de l'argent. Ils sont peut-être mal accompagnés. Non, je pense que chacun est libre de prendre la décision qu'il veut, quoi. Mais les immeubles ont été très fortement évalués ces dernières années. Il y a eu une décote. Et puis aujourd'hui, il s'agit de toujours regarder de quelle situation on est. Je ne tirerai pas des généralités par rapport à ça. Peut-être que si c'est un immeuble en centre-ville, très urbain, top location, effectivement, c'est compliqué de le rénover parce qu'il y a du trafic. Peut-être que là, si on a envie d'avoir un flagship dans son portefeuille, on se dit, cet immeuble, il vaut un bonus. Après, je dirais... C'est peut-être justement pour gagner du temps sur la mise à jour du portefeuille global. C'est ça. La valeur temps de l'argent, comme je disais tout à l'heure. Mais du coup, je pense que c'est plus une réponse de niveau stratégie. Plus globale, puis on ne peut pas faire de généralité. Moi, je ne tirerais pas une généralité. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est toujours du cas par cas. Ouais, c'est clair. Ok, magnifique. Merci beaucoup. Peut-être on a oublié de parler de vos parcours à vous deux. Est-ce que vous êtes d'accord rapidement de vous présenter quand même comme ça, on a une petite idée. Vas-y, Emmanuel. Pour le peu de personnes qui ne vous connaissent pas encore. Alors, Emmanuel von Grafenried, bernois d'origine, vaudois de cœur. Quoi dire, je suis architecte EPFL de formation. J'ai fait aussi expert immobilier par la suite. J'ai un parcours de militaire. J'ai été commandant de compagnie capitaine, ce qui a plu à Bernard notamment. Et puis voilà, j'ai été entrepreneur dans une partie de ma vie. J'ai travaillé dans l'immobilier d'investissement par la suite et puis comme directeur chez CBRE à Lausanne avant de rejoindre le groupe Bernard Nico comme associé. Voilà. Magnifique. Moi, j'ai habité pendant très longtemps à Londres, Romain Nico d'abord, fils de Bernard Nico. Donc, comme je l'ai dit, j'étais à Londres pendant pas mal de temps. J'ai fait mes études là-bas, en Angleterre. Et puis, j'ai fait une carrière dans la finance. Et puis, après un certain bout de temps, mon père et moi, nous avons eu une conversation importante quant à l'avenir du groupe. Et je suis revenu en Suisse. Ça fait maintenant un peu plus de 4 ans. Et puis, j'ai eu mes 2 brevets fédéraux l'année dernière, gérant d'immeubles et développeur immobilier. Et donc, j'ai été essentiellement faire de la gérance et du courtage jusqu'à il y a très peu de temps. Et puis maintenant, je suis enchanté de travailler avec Emmanuel sur ce nouveau challenge qui est extrêmement important pour l'avenir du groupe. Beaucoup de travail devant vous. Oh là là. On l'espère, on se le souhaite. De toute façon, on en a déjà plein, alors on se plaint pas. Magnifique. Merci infiniment en tout cas pour Merci à toi. Pour le partage. Merci pour toutes les informations. Merci à toi. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, on se réjouit de continuer à t'écouter avec tes podcasts qui sont de haute qualité. Merci beaucoup. À plus. Ciao. À plus. Ciao.